Les lèvres blêmes de la déception. C'est un titre assez poétique, non? Eh bien, il décrit parfaitement ce sentiment un peu étrange, ce sentiment que beaucoup connaissent. Celui d'avoir une vie qui, sur le papier, a tout pour plaire, mais qui laisse pourtant un arrière-goût d'inachevé. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va essayer de comprendre d'où ça vient. C'est la grande question. Ce moment où on se dit, objectivement, tout va bien. Les cases sont cochées, le parcours est correct, et pourtant, il y a cette petite voix, ce sentiment diffus qu'on passe à côté de l'essentiel, comme si la réalité ne tenait pas tout à fait la promesse qu'on nous avait faite. Pensez-y, vous réservez une chambre d'hôtel qui a l'air incroyable en ligne. En arrivant, tout est là, le grand lit, la belle vue, la propreté, tout est conforme. Mais l'ambiance n'y est pas, l'alchimie ne prend pas. Il manque un je ne sais quoi. Eh bien, c'est exactement l'analogie que la source utilise pour parler de nos vies. Elles peuvent être parfaites en apparence, mais manquer de cette fameuse étincelle. Alors voilà le plan pour explorer tout ça. On va d'abord s'intéresser à un archétype, un personnage qui incarne ce sentiment. Ensuite, on verra comment fonctionne la fameuse machine à rêve de notre société. Puis, on analysera le coût psychologique de tout ça, pour enfin se demander comment on fait pour vivre dans le monde réel avec tout ça. Et pour nous guider, qui de mieux qu'Emma Bovary, c'est l'héroïne de Flaubert bien sûr, et elle est sans doute l'incarnation parfaite, le cas d'école de l'insatisfaction moderne bien avant l'heure. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a son mari, Charles, un homme simple, content de sa petite vie, dont la conversation, nous dit Flaubert, est plate comme un trottoir de rue. Et de l'autre, Emma. Elle a le confort matériel, mais son esprit est ailleurs, complètement absorbé par les romans à l'eau de rose et les clichés d'une vie de passion et de luxe qu'elle n'aura jamais. Et cette phrase de Flaubert, elle est cruciale. Elle nous dit qu'Emma ne se contente pas de rêver. Non, elle devient ses rêves. Elle se voit comme une héroïne de roman. Elle ne vit plus sa propre vie, elle essaye de jouer un rôle. Son identité est un copier-coller de fantasmes, ce qui, forcément, la déconnecte totalement de sa réalité. Sauf que l'histoire d'Emma, ce n'est pas juste une tragédie personnelle. C'est le symptôme de quelque chose de bien plus grand. Elle est le produit de ce qu'on pourrait appeler la machine à rêve de la modernité. Une machine qui, paradoxalement, semble conçue pour nous rendre insatisfaits. Et cette machine, elle tourne à plein régime grâce à plusieurs moteurs. D'abord, la culture de la consommation, qui nous vend une identité à travers des objets. Ensuite, les médias, qui nous bombardent de vies parfaites, de fantasmes hyper réalistes. Et bien sûr, la publicité, qui nous murmure à l'oreille qu'on pourrait être tellement mieux si seulement on achetait le bon truc. Ce phénomène, le sociologue Émile Durkheim l'avait déjà identifié il y a plus d'un siècle. C'est ce qu'il appelait le mal de l'infini. Le grand paradoxe de la modernité, c'est qu'en nous libérant des traditions, elle a aussi libéré nos désirs. Le problème, c'est que quand les désirs deviennent illimités, la satisfaction, elle, devient impossible. C'est une course sans ligne d'arrivée. Voilà, on y est. Ce concept, c'est l'anomie. C'est précisément ce fossé qui se creuse entre la vie rêvée, infinie qu'on nous vend, et la réalité de nos vies, qui est, par définition, limitée. Et c'est dans ce décalage, dans cet écart, que s'installe la déception chronique. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, quel est l'impact de tout ça à l'intérieur de nous? Quel est le prix psychologique qu'on paie pour vivre dans cette machine à rêve? Au cœur de la machine, il y a une idée, une promesse incroyablement puissante et séduisante, la méritocratie. L'idée que le succès ne dépend que d'une chose, notre talent et notre travail. C'est le principal carburant de l'ambition moderne. Le hic, c'est que cette belle promesse, elle se fracasse contre une réalité beaucoup plus dure. Et pour décrire ça, la source utilise une métaphore vraiment parlante. C'est comme si on vivait chacun dans une boîte. Les murs de la boîte, ce sont nos contraintes bien réelles, notre milieu social, notre éducation, nos origines. Mais ces murs, ils sont en verre. On voit donc parfaitement ce qui se passe à l'extérieur, et notamment la vie des autres, souvent une version idéalisée d'ailleurs. Et cette visibilité permanente, qu'est-ce qu'elle crée? De la comparaison, sans arrêt, et ce sentiment tenace de ne jamais être à la hauteur. C'est un concept assez fort, développé par la théoricienne Lorraine Berland, l'optimisme cruel. C'est ce moment terrible où la chose qu'on désire le plus, cette belle vie qu'on nous fait miroiter, devient en fait la source de notre malheur. Pourquoi? Parce qu'elle est structurellement hors d'atteinte. Notre espoir se transforme en piège, il se retourne contre nous. Et toute cette pression, tout cet écart entre ce qu'on est et ce qu'on croit devoir être, ça finit par créer une sorte de fantôme qui nous hante. C'est ce que l'analyse appelle la vie non vécue. C'est tout ce monde parallèle fait des « et si ». Et si j'avais fait d'autres études? Et si j'avais accepté ce job? Et si j'étais devenu artiste? Ce monde imaginaire, avec ses versions alternatives de nous-mêmes, peut devenir aussi présent, aussi exigeant, et parfois même plus réel que notre propre vie. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'on fait? Face à ce système qui semble nous programmer pour la frustration, est-ce qu'on est condamné à être déçu? Eh bien, la source propose une sorte de stratégie en 3 temps. D'abord, apprendre à voir les ficelles,
à reconnaître la machine, à se dire « tiens, là on est en train de me vendre un désir ». Ensuite, cultiver l'art du suffisamment bon, savoir apprécier ce qui est là, dans l'ordinaire. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, se défaire de l'idée que si on n'y arrive pas, c'est uniquement de notre faute. Attention, le but du jeu n'est pas de devenir cynique ou de jeter l'éponge, loin de là. Il s'agit plutôt d'apprendre à faire le tri dans ses propres désirs, de se demander « est-ce que cette ambition, elle vient vraiment de moi ou est-ce que c'est juste l'écho d'une pub, d'un film, d'un post Instagram ?» Et pour ça, on peut s'équiper d'une sorte de boussole intérieure, avec quelques questions simples. Ce désir, est-ce que c'est le mien ou on me l'a vendu ? Est-ce que je cherche un fantasme pour fuir ma réalité ? Est-ce que je suis en train de comparer mon quotidien aux meilleurs moments mis en scène des autres ? Et surtout, qu'est-ce qui, là, maintenant, dans ma vie, est déjà suffisamment bon ? Finalement, tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre culture carbure à l'insatisfaction, si la déception est en quelque sorte son moteur, comment fait-on, chacun à notre échelle, pour construire une vie qui a un sens authentique ? Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. Mais peut-être que le simple fait de commencer à se poser la question, c'est déjà un début de solution.